Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Cette petite conversation, enfin petite, pourquoi petite? Cette conversation, on en a eu une hier pour ceux et celles qui étaient là hier. On va en avoir une autre pour ceux et ceux-là qui sont là ce soir. Donc merci au CFA, au Centre du film sur l'art, pour l'invitation à la plongée dans ton univers, chose que j'ai fait il y a quelques temps. Et d'ailleurs, j'ai plongé aussi dans des questions et des mots, donc je les mets devant moi pour me sentir à l'aise avec la parole, parce que mon médium, c'est plutôt l'écriture d'habitude. Et toi, ton médium, bah, c'est plutôt tout ça, mais ce n'est pas que ça. On est encore avec un peu avec Cassandro, peut-être qu'on va rester un peu avec lui, parce que les gens sont dans les images, les corps et les paillettes, et pas que les paillettes, les broches et les paillettes, j'ai envie de dire. Par quoi je pourrais commencer? Je pourrais parler du temps passé avec Cassandro, mais qui est aussi le temps que tu passeras avec, que tu avais passé avec Genesis Porridge, avec tous les autres, avec Cubin aussi. Donc est-ce qu'on peut parler de ce temps que tu peux prendre, que tu prends avec des gens qui deviennent tes amis aussi et tes personnages? Pour ceux qui étaient là hier, je suis désolée, il y a des choses qui se répètent, mais c'est obligatoire. C'est la même personne qui a fait le film d'hier et aujourd'hui. Mais en tout cas, le temps, c'est une question très importante pour moi, pour la fabrication des films, en fait, parce que c'est la rencontre qui permet au temps d'être une vraie rencontre de cinéma et un portrait, en tout cas, et de suivre la vie d'un personnage dans le temps, avec toutes les aléas des hauts et des bas et des transformations. Parce qu'il y a une sorte de pacte qui est établi entre nous au départ, du sens de la rencontre, du désir de créer ensemble. Et ensuite, avec le temps, le film se construit. Il y a un moment où je sais qu'il faut arrêter pour monter et trouver le film à travers le montage, en tout cas. Mais c'est le temps aussi qui permet de développer et de chercher tout ce qui est autour du personnage et de faire les aléas du son et de l'image et des transformations aussi émotives du film. Tu fais ce geste qui est un peu l'espèce de gymkhana qui se voit, qui s'entend, qui se capte dans le montage, enfin en tout cas dans la manière dont tu veux montrer les images. Alors pour Cassandro, on voit son corps évoluer, donc on sent une sorte de chronologie, même pas que, mais dans la balade de Genesis Porridge et les DJ ou d'autres, l'aspect chronologique est moins évident. Tout autant, est-ce qu'on peut parler un peu de ta manière de bricoler, fabriquer? Et donc du coup, j'ajoute l'élément son, dont on a aussi parlé hier, mais peut-être que tu peux dire comment ça se fabrique en toi. C'est d'abord la rencontre avec la personne qui permet d'ouvrir en fait comme un détective qui va chercher dans un univers qu'il ne connaît pas du tout. Je ne connaissais vraiment rien de la lucha libre. Qu'est-ce que cet univers-là ? À travers le personnage et sa catégorie et son monde à lui. Et ça veut dire des rencontres assez folles aussi dans un univers où, par exemple, moi, en tant que femme, j'avais pas le droit de rentrer... Déjà, j'ai pas le droit de voir leur visage, donc j'ai pas le droit de les filmer. Après, les exoticos, j'ai le droit de les filmer, mais c'est que, principalement, en tout cas avec Cassandro, un monde d'hommes, j'étais minuscule autour de corps extrêmement musclés. Il y avait quand même ce truc entre... le monde dans lequel je rentrais et comment faire face aussi à trouver la façon de filmer pour pouvoir me faire accepter. Et puis aussi, c'est hyper dangereux en fait de filmer le catch parce que ça sort très très vite de scène et je connaissais pas assez le sport pour pouvoir éviter 300 kilos qui me tombent dessus, donc il fallait faire vraiment attention, comprendre un peu. Et puis aussi, je filme... en 16 mm avec une caméra que je dois recharger régulièrement à la main. Donc au départ, je ratais tous les beaux moments, tous les beaux mouvements. Un saut en l'air, quelque chose de magique qui se passait, c'était juste trop tard, je ne l'avais pas filmé. Donc il a fallu que j'apprenne aussi la danse du corps de ce sport pour pouvoir capturer les bons moments. Donc il y avait tout cet apprentissage et puis aussi c'était juste du temps passé à enregistrer des histoires, à vraiment enregistrer que du son au départ. Et donc, de comprendre qu'elle était... C'est quelqu'un de super énergique. Donc, il y avait quelque chose qui était constamment dans le stress, dans suivre, courir après lui, courir avec lui. Donc, il fallait choper des histoires, choper des moments. Quand il pouvait se poser, c'était d'abord par l'amitié et l'enregistrement des sons.
Il y a beaucoup plus de sons que d'images dans ce film. Et puis après, bien sûr, j'avais toujours une caméra avec moi. Donc je l'ai sorti. Il a l'habitude d'être filmé, mais vraiment pour la télé. Donc c'est tout de suite des pauses, c'est tout de suite Cassandro et pas Saoul. Et moi je voulais Saoul, je voulais l'homme qui était démasqué en fait, qui n'était pas sur le ring. Et pour arriver à l'homme, ça a été un long parcours, parce qu'il a beaucoup résisté tout en voulant le film. Aussi, c'est un parcours où il est retombé dans l'addiction, ou c'est un sport où c'est une addiction dans le sens aussi de l'adrénaline que ça donne de faire ce sport et d'être sous les lumières, les faisceaux de la gloire au moment où il est sur scène, même quand il y a 10 personnes dans la salle. Il y a quelque chose de l'addiction du sport qui fait qu'il ne voulait jamais descendre de son pilier, quoi. Et il ne voulait pas montrer en fait qui il était. Alors que c'est ça qui m'avait touchée, c'est ça qui m'avait complètement attirée, ce qui m'avait livré en premier en tout cas, son histoire personnelle. Donc je savais qu'il fallait que je fasse des détours pour pouvoir arriver là, et beaucoup de patience et beaucoup de temps. Et ça n'a pas été toujours facile. Il y a d'ailleurs plusieurs Cassandro dans le film qui ne sont pas Cassandro, parce que il y a des moments où j'ai été tournée pendant 2 mois à El Paso et il a disparu, c'est-à-dire que j'étais chez lui, à côté de chez lui, je suis partie avec un ami et je me suis dit avec 2 mois j'arriverai à reprendre cours à l'histoire, et à un moment il a complètement disparu, il donnait plus de nouvelles, je savais plus quoi faire, j'allais chez lui et donc je me suis dit bon, faut que je réinvente quelque chose le temps qu'il réapparaisse. J'avais bien compris qu'il y avait un problème avec l'alcool ou la drogue qui était revenu, dont il avait honte et qui était très difficile. Et donc j'avais vu qu'il y avait une rue à El Paso où il n'y a rien. C'est vraiment un désert, une ville fantôme, quoi. Il y avait une rue avec que des détectives et je trouvais que c'était l'Amérique, quoi. J'adorais. Je me suis dit bon, je vais voir un détective et on va rechercher Cassandro et ça sera une partie du film. Et je suis tombée sur un sublime détective sans bras qui s'appelle J.J. Arms, c'était encore plus intéressant que le film à ce moment-là. Donc j'ai voulu repartir là-dessus. C'était James Bond, quoi. C'était vraiment le sauveur de Marlon Brando, de tout ça. Dans ces rencontres, ça m'a amené un autre détective qui a bien voulu être filmé. Et donc là, on est arrivé à quelque chose. Et j'ai fait des castings de gens qui voulaient bien jouer Cassandro pour des bouts. Quand on voit marcher dans la ville avec le visage noir, c'est pas Cassandro. Dans le désert, tout seul, c'est pas Cassandro. Donc j'ai continué à filmer les fantômes de Cassandro quand j'ai perdu mon personnage. Et après, je l'ai retrouvé. Et là, on a pu continuer à retravailler, mais il a fallu que j'invente d'autres histoires pendant le tournage. Donc il y avait tout ce processus à partager, à découvrir, à faire, ce qu'il acceptait, ce qu'il voulait pas, comment il résistait, et puis aussi tout ce qu'il voulait montrer. Mais il m'a vraiment inclus dans sa vie, en tout cas. Donc, ça a été juste avec le temps, en fait, que... Je sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, le corps de Cassandro, mais le corps de Genesis, le corps d'autres aussi de tes amis personnages, les gens que tu filmes, ils sont filmés de très près. Tu parles d'une intimité. Ils sont filmés extrêmement près. Ici, c'est encore plus frappant parce qu'il y a carrément le contact. On est presque au pot à pot, quoi. Et ce corps-là, et aussi le corps de certaines, sont des corps pas anodins. C'est pas du corps commun, c'est pas du corps de tous les jours. En plus que celui-ci endure énormément, mais pour Genesis c'est la même chose. Il y a énormément d'endurance, mais aussi d'injonction à être un autre corps. Est-ce que tu peux parler de ce rapport? Alors, est-ce qu'il est queer, est-ce qu'il est punk, est-ce qu'il est... On ne doit pas les catégoriser, on en l'a dit hier, mais il y a quand même quelque chose du corps d'à côté, du corps de la marge, et comment tu les montres. Alors moi, ce qui m'intéresse, du coup je finis par quand même une question, mais est-ce que cette queeritude, est-ce que cette possibilité-là de la marche, c'est quelque chose pour toi qui est vraiment déterminant et que tu veux dans tes films? Et puis, comment tu fais pour les filmer? Comment tu les abordes? J'aime pas catégoriser parce que je pense que c'est plus grand qu'une catégorie. En fait, c'est juste la personne avec toutes ses couches et avec toutes ses dimensions, en fait. Et Cassandro, c'était que des oppositions. C'est quelqu'un qui est
qui est homosexuel, mais en même temps qui est extrêmement macho, qui est en même temps catholique, qui est en même temps aztèque, qui est en même temps El Paso, le Texas, l'Amérique et le Mexicain. C'était que des oppositions, avec des extrêmes bien sûr, et une endurance folle dans ces extrêmes. Et ce que j'aime, c'est le mélange de tout qui n'a aucun sens et qui fait sens. Et c'est comme un découpage, et je pense que le film, il est fait comme un découpage, comme toutes les cicatrices et les bouts de son corps, c'est du collage. Et c'est le collage qui donne sens à un être entier. Mais j'ai jamais réussi, ou j'ai jamais pensé, en tout cas, quand je l'ai rencontré, c'était plus l'homme qui m'a intéressé, son histoire, et sa tendresse et sa folie. Hein. Il y a quelque chose d'une folie aussi dans ce désir de combattre qui m'a capturée, quoi, en tout cas. Et une fragilité immense qui m'a émue. Donc c'était l'opposition encore qui m'a extrêmement attirée. Et je pense que le film, il est fait debout. Il est fait debout de son corps et le bout de l'Amérique, le Mexique, le catholicisme, l'Indien en lui, la femme et l'homme, les cheveux, tout ce qui lui compte, qui forme une sorte de collage du son et de collage d'images de son histoire. Oui, c'est à la fois un corps abîmé par le temps et par les expériences qu'il mène ici très volontairement. Ouais. Et puis, c'est le corps sacré. Alors, il sacralise son corps dans un rituel, dans des rituels. Il le sacralise sur le ring, il le sacralise à plein d'endroits. C'est la même chose pour moi pour Genesis, c'est ce que je ressentais aussi. C'est une sorte de sacralisation jusqu'à un modèle. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu le film ou qui l'ont déjà vu, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de dépasser le corps, de passer sur un corps autre. C'est pour ça que je parle de sacré. En plus, avec la lucha, c'est comme des héros, en fait. Les premiers films de lucha libre, c'était des films de série B où ils sont costumés, et c'est Batman, c'est Superman. Là, ils ont un visage, ils ont des capes incroyables, il a la cape de Lady Di. Donc, c'est des héros. Après, pour moi, c'était mon héros, et qui est complètement en dehors des marges, encore une fois. Donc, je voulais qu'il soit vraiment le héros de cette marge. Avec beaucoup, autant le nounours que la cape et la lumière, quoi. On parle de la musique, qui est très présente dans la majorité. Enfin, j'ai pas vu un de tes films sans musique, pratiquement. Non. Et ben voilà, comment tu fais pour arriver à ce que les musiques ne soient pas exactement illustratives? Elles le sont parfois. Enfin, des fois, ça donne le décor, ça donne la texture. Et puis parfois, les musiques, elles sont autres, c'est un autre langage. Tu peux nous dire un peu comment tu fais ça? Pour ce film-là, je voulais être imprégnée vraiment du son et de la musique qui l'entourait lui, et qui était la musique qui mettait à fond dans la voiture tout le temps et chez lui tout le temps. Donc c'était un peu dur. Moi, j'ai filmé sans faire attention et tout ça. Et puis après, quand le film a dû être distribué ou montré, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas tous les droits de musique qu'il écoutait, qui étaient, je croyais, des petits trucs qui en fait étaient super blockbusters du Mexique. Donc il a fallu remplacer certains sons, certains moments. Mais sinon, c'était aussi beaucoup de... hier, il y avait le groupe Aquaserge en partie qui était là et qui ont fait une des chansons qui était le début, où j'avais mis une musique de Morricone et qu'ils ont recomposé pour le film, qui était déjà monté, donc qui ont vraiment respecté le rythme du montage. Mais sinon, c'était beaucoup... Il y a eu la musique qu'il met toujours quand il rentre sur scène, qui était sa musique. Il fallait que je l'aie, les droits de cette musique. C'était pas du tout mon choix, mais c'est la musique qui caractérise son entrée dans le ring. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur le son que j'enregistrais, qui se passe au Texas, le son qui l'environne, et aussi le son qu'il y avait à Juarez. Et après, il y a eu quelques bruitages aussi, puisque le film est filmé sans son synchro, et toujours séparé de l'image, pour reconstruire un monde qui était propre à lui, voilà, qui illustrait, en tout cas, qui habitait des musiques qui l'habitaient lui. Qui n'étaient pas obligatoirement les musiques que moi, j'écoute tous les jours, mais qui ont en tout cas habité Cassandro, quoi. C'est le cas aussi c'est autre chose aussi, mais avec Félix, donc le film qui est passé hier. Voilà, tant pis si vous l'avez pas vu, peut-être qu'il repassera, je ne sais pas encore. Voilà, il repassera ailleurs. Il va falloir voyager et te suivre. Mais Félix a énormément travaillé avec toi la matière musicale. Ici avec Cassandro, tu parles aussi de choix. Voilà, il t'incite à poser de la musique dans le film, quoi.
Il ne te laisse pas Ah oui, tranquille. Cassandro, Ouais. il s'est jamais sans bruit. Et il habitait, parce qu'il a déménagé, il est en pleine forme, et d'ailleurs il est encore sur le ring, hein. Il habitait vraiment en face des barbelés qu'on voit dans tous les reportages devant, entre Juarez et donc El Paso. Donc il y avait constamment ce bruit aussi des voitures et du ruisseau et de tout ce qu'on peut entendre, des oiseaux, etc. Donc c'était jamais, jamais calme. Et il mettait la musique à plein fond, il chantait tout le temps. C'est jamais calme. Et la lucha libre, c'est musique sur musique et c'est la fête tout le temps, donc il n'y a jamais de calme. Tu veux dire quelque chose d'autre sur Cassandro et peut-être on va dans des mots qui sont plus dans ton univers plus généralement, si c'est ok ou... Je ne sais pas parler comme ça, j'avoue. On a dit déjà beaucoup de choses sur Cassandro, puis après le film a aussi parlé pour lui-même, mais peut-être qu'on peut aller vers le mot... J'avais choisi plusieurs mots hier, et c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné, peut-être qu'on peut en retrouver un ou deux d'hier. Mais ici, ce qui me frappe aussi, c'est cette possibilité de ne pas grandir, même si on voit le corps vieillir ou le corps s'abîmer, mais c'est ça. Et hier, si c'est ok pour toi, je veux bien revenir sur la citation d'une des personnes que tu as citées quand je t'ai dit, mais tiens, avec qui tu as envie de converser, quels seraient les spectres heureux avec qui on pourrait converser. Tu avais cité Patti Smith. Et donc, si c'est ok, je veux bien évoquer un tout petit passage qui fait que je te poserai la question après. Mais donc, c'est un passage de Just Kids, qui est un recueil poétique qui parle de l'amour que Patti Smith a, et avec Robert Mapplethorpe, qui était un photographe, et aussi avec New York, et aussi avec la poésie. Et New York. Enfin, c'est le personnage principal. Et donc voilà la petite citation. Une vibration se faisait sentir, une impression d'accélération. Ça avait commencé avec la lune, ce poème inaccessible. Maintenant, des hommes avaient marché dessus, il y avait des traces de caoutchouc sur la perle des dieux. Peut-être était-ce la conscience soudaine du temps qui passe, le dernier été de la décennie. Parfois, j'avais envie de dire pouce et d'arrêter tout ça. Mais arrêter quoi? Arrêter de grandir, tout simplement. Peut-être. Cassandro, ça se voit aussi, c'est un enfant qui grandit pas et qui est adulte et enfant constamment, et dans son corps d'ailleurs, parce qu'il a un corps incroyable pour son âge, et sur scène et dans la vie, quoi. Tout est terrain de jeu comme le terrain de la lucha, comme le ring en fait. Et donc faire un film dans un terrain de jeu, pour moi, ça me parle beaucoup. Il fallait trouver les règles du jeu pour le film, mais il fallait les trouver à deux. Et dès qu'on a des règles, en tout cas, on peut foncer vers n'importe quel imaginaire, c'était possible. Malgré les résistances aussi de Cassandro, qui est une sorte de pudeur aussi importante. Et le thème, alors pas le thème, mais la sensation de ne pas grandir et de jouer, c'est ce qui traverse ton univers, tes œuvres, ton travail aussi plastique, ou cette idée de dessiner des créatures, de dessiner des objets, de dessiner des choses qui font partie alors du monde de l'enfance, non, mais du référentiel commun, j'ai envie de dire, quelque chose qui appartient à tous. C'est arriver à jouer avec la vie, en fait, et toujours trouver les jouets et les moyens de jouer pour pouvoir l'animer, créer de la poésie, en fait, et hier, j'en ai beaucoup parlé, donc je sais que j'ai toujours du mal à redire les mêmes mots, mais je pense que c'est vraiment lié. Jouer, c'est aussi parler de collaboration, d'association et d'amour, mais aussi beaucoup d'humour. Et donc jouer, c'est aussi traverser ça pour arriver à une certaine vérité, qu'elle soit vraie ou pas, mais je veux dire une vérité entre deux êtres, qui vraiment est importante, en tout cas pour moi, pour ma vie au quotidien, et pour créer, et pour les êtres que je rencontre. Et c'est vrai que l'imaginaire aussi des inventions, des monstres, des personnages, des princesses et tout ça, c'est au quotidien. Ça veut dire aussi se déguiser, donc aussi se transformer. Et se transformer, c'est être autre et donc pouvoir jouer. Parce que quand on est caché ou autre, on peut se libérer. Et quand on peut se libérer, on peut aller très loin, en fait.
Et je trouve que quelque part, le costume de Lucha Libre, la musique, les paillettes, ça lui permet d'être un super-héros pendant le temps du match. Et moi, de filmer avec mon être caché et continuer aussi à rêver, quoi, à faire des images. Et tu ajoutes non, les personnes que tu filmes sont entourées d'énormément d'objets. Il y a quelque chose du fétichisme chez Cassandro, mais chez Genesis aussi, chez Félix, et puis j'ai oublié le nom là du collectionneur Bune. Bune, voilà, qui lui est un objet perdu parmi les objets. D'abord, j'avais une question presque personnelle. C'est comment chez toi? C'est rempli de milliards d'objets ou au contraire c'est ascétique et, Non, il y a plein d'objets. Ouais. Donc c'est comme chez eux. Comme chez... Ouais, mais on arrive à mieux marcher. Enfin, c'est propre. Parce que les objets, tu les filmes aussi de très très près. Tu nous fais rentrer dans un petit décor en fait à chaque fois. Mais je trouve que les objets, c'est comme les modèles miniatures au cinéma, tout ce qui est petit peut faire rêver grand. Il y a une âme à travers chaque chose, elles sont habitées. Après, j'aime bien donner un nom aux objets, donc elles représentent certaines personnes pour moi, parce qu'elles ont une couleur, une forme, une taille. Donc les objets, il y a toute une vie, elles ont une date, elles ont aussi une temporalité, elles ont été créées à telle année et pas une autre. Donc j'aime certains objets de certaines dates. Et je pense que Cassandro, j'aimais bien ces objets, c'était hyper kitsch, il y avait toute une référence sur le kitsch, très 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 lié aussi au Mexique, au catch. C'était un univers à déployer quoi, sur ces collections. Donc il y avait un rapport à l'objet qui était le sien, en tout cas qui était ses collections à lui, qui était incroyable quoi. Ces cartes postales qu'il fait de lui en studio avec des robes, avec un fond de rivières de diamants et il les signe à tout le monde, à ses fans à la fin. J'adore, c'est hyper beau. On parlait hier de la soi-disant légèreté de tes films, quelque chose qui a été évoqué hier aussi. Bon, voilà, ouais. On fait avec, mais c'est bon le réchauffer, c'est comme le plat de la veille. Mais du coup, cette idée de... j'ai perdu le fil de la pensée. Là, je suis partie sur un truc gastronomique. J'ai pensé à un plat réchauffé. C'est l'idée. Tu vois? Est-ce que quelqu'un nous a écouté ou comment ça se passe? C'était quoi? Merci beaucoup. Merci. Il y a une personne qui recevra un ticket gratuit pour le prochain film, du coup, d'avoir suivi l'affaire. Pour un plat réchauffé. Ouais, un plat réchauffé. Oui, la légèreté dont certaines personnes ont envie de dire. Alors, il y a ce côté bricolage que tu nommes beaucoup. Le fait est que tu es autodidacte. C'est quelque chose que tu revendiques. Est-ce que tu le revendiques d'ailleurs? Non. Non, c'est ça. Enfin, je pense que je revendique rien. C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit en disant ça ne va pas fonctionner, elle va pas dire oui. Enfin, on peut dire de toi que tu es autodidacte. Oui. C'est pas une insulte. Non, c'est la vérité. C'est ça. Mais donc du coup, cette légèreté dont on parle, c'est parfois aussi parce qu'il y a un regard technique sur ton travail qui se pose et même si, comme Céline et Sarah l'ont dit, ou c'est Sarah qui l'a dit, mais parce que Céline ne parle pas en public, pardon. Ouais. Mais c'était cette idée que voilà, les écoles d'art créent des performances en fait dans le film, qu'il y a tout un aspect d'être technique avec la caméra, avec le son, etc. Et toi, tu dis que tu ne sais pas le faire. Après, tu tournes quand même beaucoup de films, mais finalement, ça, tu le... j'aimerais vraiment. Il y a certaines choses, j'aimerais extrêmement contrôler mieux. Et voilà, j'ai des années devant moi pour faire des progrès, donc tant mieux. Mais après, il y a un moment où quand le sujet est là et qu'il faut le tourner et que j'ai le ventre plein d'émotions, je m'en fiche en fait. Il faut juste que je tourne et que je fasse mon film. Alors après, on apprend aussi à faire beaucoup avec ses erreurs. Et ça ouvre. Quand un truc n'est pas possible, il faut ouvrir une autre porte, quoi. Donc il faut être très rapide et il faut trouver la solution et pas être déçu. Et faire mieux même. Donc c'est comment rebondir rapidement pour pas attendre ce qui doit être. Et ça, j'y arrive pas dans la vie, mais au cinéma, en créant, oui. Alors, si j'ai pas le plat que je veux, je suis déçue. Mais par contre, filmer un truc en 2 secondes, inventer autre chose, ça marche, quoi. Donc c'est juste comment on rebondit très rapidement. Après, tu parles de la légèreté. C'est vrai que c'est plutôt que le bricolage. Je sais. Ouais. C'est plutôt que le bricolage. Pour moi, c'est plus de l'artisanat. C'est-à-dire une certaine façon de produire les films, de les créer, un certain groupe d'amis, une certaine attente de la suite, la post-prod et tout ça, c'est venu très tard dans ma vie.
Mais la légèreté, c'est souvent là, d'un seul coup, ils m'ont dit « Ah oui, en fait, tu sais faire des films un peu sérieux ». Mais pour moi, c'est un portrait extrêmement léger aussi d'une vie extrêmement dure et de plein de rêves et d'accomplissements. Donc je pense que c'est la légèreté par l'humour, souvent c'est quelque chose de grave en fait. Et on en parle peut-être de façon plus poétique et plus légère à travers l'invention du rêve ou de quelque chose d'onirique en tout cas. Onirique, c'était un mot qu'on s'était fixé aussi ensemble. Et donc cette possibilité de filmer du rêve. Alors ici, chez Cassandro, le rêve, il est travaillé, etc. C'est une pratique du rituel aussi, d'arriver de l'un à l'autre. Mais cette notion d'onirisme, elle existe aussi dans la manière dont l'image apparaît à l'écran, avec un travail de couleur. Comment tu peux nous parler un peu les filtres? Je ne sais pas, moi je ne suis pas de ce monde-là, mais... Enfin, tout est fait en caméra. Quand il y a le feu d'artifice qui est sur lui et tout ça, je vois des choses qui se passent. Par exemple, le feu d'artifice, c'était trop beau. J'aime juste filmer la lumière et je me suis dit, ça serait trop beau de le filmer sur lui. Et je le voyais dans la lumière qui faisait juste comme ça. Et donc, j'ai surimposé, j'ai rembobiné la péloche et fait. Donc, parfois, j'ai des rêves et j'ai envie de mettre en image. Et plutôt que des rêves, c'est peut-être des tableaux vivants, des peintures, donc en mouvement, que je peux refaire pendant le tournage ou construire, ou j'ai une idée par rapport à un rêve ou une idée qu'il a évoqué ou une couleur, et ça on peut juste le mettre en image avec peu d'éléments mais bien fait comme des tableaux vivants quoi. Et c'est très jouissif à faire et très poétique. Plus c'est simple parfois, mieux ça marche. Et la scène, alors on reparle de Cassandro, mais la scène où c'est plus lui qui est sur le ring, c'est lui qui met les billets dans les enveloppes. La couleur disparaît, on se croirait en RDA quoi. Et donc il y a quelque chose qui est complètement ici travaillé aussi. Et si à cet endroit-là, c'est quoi? C'est l'image qui vient et puis tu construis le petit fil narratif entre le ring d'un côté et lui de l'autre, ou c'est l'inverse? Tu vois ce qu'il est en train de filmer et tu mets après une espèce... Est-ce que c'est un filtre? Je sais pas. Il n'y a pas de filtre en fait, mais il y a les lumières de néon que j'ai laissées. Donc il est vraiment sous la lumière un peu verte, alors que le ring est dans la couleur rose et rouge et tout ça. Et c'est vraiment l'espace où il se trouve. Après, j'ai rien fait pour l'améliorer. Donc ça parlait vraiment de l'émotion aussi du moment, où il ne pouvait pas jouer, il ne savait pas s'il reviendrait aussi sur le ring. Est-ce que tu as une pratique plastique en plus du film et en plus quand j'ai le temps, ouais. Moi j'ai vu un très bel entretien de toi dans un atelier à Paris. Est-ce que c'était pour le jeu de paume, j'imagine? Tu es dans les ateliers avec tes dessins, avec tes peintures. Ah ouais, ouais. Oui, il y a des choses sur toi sur Internet. Et du coup, dans ce moment-là, tu parles aussi de la manière dont tu agences l'espace, ton espace du coup d'exposition. Est-ce que ça aussi tu peux nous en dire des choses? Comment tu manies? C'est un peu une espèce de polyphonie multidiscipline. C'est récent d'être montré, d'être dans une galerie. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai cherché ou que j'ai eu comme but. But. Mais j'ai commencé par la peinture et c'est en faisant des collages que je suis arrivée au cinéma. Et quelque part, ça m'a pas lâché, mais on le retrouve dans les films, les costumes, les choix des couleurs, les costumes, les maquillages, quelques accessoires, je les fabrique. Donc ça reste un côté aussi de fabrication manuelle. Mais ça me manque beaucoup parce que le cinéma, ça prend tellement de temps, c'est tellement dur, c'est tellement long. Alors que quand on met la main dans la couleur, c'est sale, c'est tout de suite là, c'est immédiat, c'est tactile. Et c'est jouissif, quoi. Et c'est vrai que de retrouver l'essence et d'avoir la chance de passer parfois de l'un à l'autre, c'est un état qui me permet de continuer à penser et à fabriquer, en tout cas. Donc, je suis revenue vers le dessin et la céramique, voilà. Et c'est un bonheur, quoi. Je veux bien qu'on parle des lieux où tu as existé, les lieux où tu es né plusieurs fois. Donc t'es né en France, ça veut rien dire la France, mais enfin t'es né quelque part, parce qu'entre la Corrèze et les Ch'tis, il y a un monde, mais t'es né quelque part en France, qui t'a évidemment construit et fabriqué, puis t'es allé à New York pendant une 20aine d'années, et tu reviens en France. T'es revenu en France?
Ouais. Est-ce que ces lieux-là, comment ils communiquent? Enfin, je dirais, est-ce que quand tu es à Paris, New York te manque tellement que... Est-ce que l'inverse se fait? Et puis, qu'est-ce que ça crée dans ton environnement artistique, social, etc.? Comment ça influence tes pratiques pour le moment? J'ai toujours New York dans la tête, mais parce que j'ai grandi avec les parents, ma mère est russe, mon père est d'Alger, donc c'était déjà très mix à la maison, mais j'ai toujours rêvé de cinéma américain. J'ai grandi avec les comédies musicales, les westerns, les films muets, et j'allais tout le temps au cinoche. Je séchais des cours pour aller voir des films, parce que j'habitais à la campagne, et c'est vrai que dès que j'ai pu faire une bourse d'échange Erasmus, j'étudiais la littérature américaine, donc j'étais en plus, voilà. Je suis allée aux États-Unis et je suis jamais rentrée. Je suis partie avec 2 valises et j'ai vraiment pas remis les pieds en France avant 8 ans. Bon, j'étais illégale, plein de choses. Et je suis restée 24 ans là-bas. Donc, j'ai grandi là-bas, de quelque part. En tout cas, j'ai fait les premiers pas dans l'art et dans une sorte de liberté aussi, parce qu'on dit toujours le rêve américain, mais franchement, en 94, arriver avec rien et connaître personne, c'était génial de pouvoir se réinventer, quoi, aussi. D'être libre du passé. Et il y a quelque chose de très ouvert, en tout cas, dans le fait de... Je voulais travailler dans le théâtre et faire des accessoires. J'avais pas de CV, j'avais rien fait. Et on m'a pris, mais parce que j'avais envie. Donc il y avait un désir, l'envie était là, et donc c'est ça qui était numéro 1 et possible. Et donc c'est par l'expérience que je me suis construite et les gens que j'ai rencontrés. Mais ça m'habitera toujours, cette énergie d'avoir créé autour des êtres qui m'ont entourée. Et c'est vrai que revenir en Europe, ça a été un choc aussi à un certain âge, d'arriver à nouveau à Paris où j'avais jamais habité, où je connaissais personne, où je connais la langue, mais j'avais aucun réseau, aucune connaissance du milieu du cinéma, dans lequel j'ai commencé quand même. Donc ça fait que depuis 6 mois que je me sens mieux. Mais je suis toujours ailleurs, quoi, en fait. Il y a un truc qui est... Je cherche encore home, quoi. Il y a quelque chose qui est toujours déraciné. Et quelque part, c'est bien, ça me garde dans ma bulle parce que je flotte, mais en même temps, j'ai toujours un endroit qui n'est pas le bon endroit. Toujours besoin de New York, et en même temps, quand j'y vais, j'ai plus de chez moi, donc je suis mieux en France. Il y a beaucoup plus de soutien aussi pour mon travail d'un seul coup en France, que je n'en ai absolument jamais eu à New York. Donc il y a du bien partout, et en même temps, je sais pas, la plus grande maison, c'était quand même celle de New York pour moi. Tu as évoqué ton amour et ta nécessité d'aller au cinéma, de voir des films. Tu peux nous dire un peu les gens, les personnes que tu as croisées et qui t'ont amené vers le cinéma, et ceux que tu as vus au cinéma et qui t'ont construit aussi dans ton identité? Donc je parle autant de ceux qui t'ont formé. Il y a... Rock and roll. Ouais, Okay. j'allais dire, voilà, c'est ça. Qu'il rentre. Ouais. Autant les gens qui t'ont formé que les gens que tu as croisés. Et puis après, j'aimerais bien qu'on arrive au mot western. Ouais. En fait, comme je l'ai dit juste avant, j'allais beaucoup voir des vieux films, et c'est ça qui m'a vraiment permis. J'étais ultra timide, et le cinéma, c'était une façon de vivre beaucoup d'émotions et de se fondre dans la peau de beaucoup de personnages. C'est ça le cinéma aussi, c'est ce qui est merveilleux. On peut pleurer, on peut rire, on peut être un jour Tippi Hedren et le lendemain, je sais pas, Marlon Brando, et un autre jour un cheval, quoi. Mais après, la suite, ça a été vraiment le cinéma d'art et le cinéma expérimental qui m'a montré, à New York, dans le milieu underground, qui m'a montré qu'on pouvait faire des films tout en étant musicien, peintre, chanteur, poète, acteur, et qu'il y avait quand même de la fabrique du cinéma, et que les gens pouvaient faire du cinéma dans une économie qui était la leur, qui était de l'entraide, qui était de l'association, qui était de l'artisanat. Et il y avait ce cinéma poétique qui était une possibilité de créer, qui m'a vraiment permis de me dire que, en fait, je peux aussi peut-être faire des films, ce que je ne m'étais pas autorisé du tout avant. Donc mes héros, c'est ceux que j'ai rencontrés à travers ce cinéma, ceux que j'ai rencontrés sans jamais les connaître, comme Jack Smith, et ceux que j'ai connus, Jonas Mekas, les frères Kuchar, il y en a des tonnes, Tony Conrad, c'est vraiment Peggy Hawish, Ginny Liotta,
des tonnes de femmes, Maya Deren, enfin voilà, et puis plein d'artistes inconnus que j'adore qui sont là-bas encore, mais en France pareil. Mais je sais pas, c'est la musique aussi qui m'habite et d'autres arts, donc c'est pas que le cinéma. Et c'est vrai que ça m'embêterait de parler que de cinéma en fait. Lâche-toi, vas-y. Non, j'ai pas envie. Okay. Je veux dire, j'aime bien parler de recettes d'argile pour créer des choses, autant que... Enfin voilà, je veux dire, ça a été hyper étouffant quand j'étais programmatrice de cinéma aussi, d'être que avec des programmateurs de films qui parlaient que de cinéma. Et j'ai tout fait, quoi, en fait. La vie, c'est beaucoup plus. Donc, c'est aussi... c'était une façon d'apprendre à en faire, mais aussi d'apprendre la vie, quoi. Et d'apprendre à le défaire aussi, forcément, ouais. Bah, du coup, quand même un petit bout de cinéma encore sur le mot western, parce que donc tu es aussi prof en Suisse, dans une école que tu peux mentionner bien sûr. C'est une école des beaux-arts qui s'appelle la Aide à Genève. Et je suis responsable des premières années. J'enseigne le bruitage et la réalisation en Bolex en 16 mm. Et ce semestre, tu voulais amener au western, c'est que l'année dernière, j'ai fait un cours sur la comédie musicale et cette année sur le western. Donc je les ai emmenés dans la nature qui est juste là, qui est à côté de la ville, qu'on voit de partout. Mais bien sûr, de défaire l'idée préconçue qui était le western pour en arriver à des westerns aujourd'hui où il y a beaucoup. Il y a Richard Kelly, enfin il y a Kelly Reichardt. Il y a énormément de femmes et d'hommes réalisateurs, de writers contemporains et anciens qui sont à l'envers des règles du western. Mais je trouve ça trop beau de jouer avec les genres du cinéma et les clichés pour l'enseigner, pour partager aussi juste le plaisir de créer, quoi. Est-ce que c'est OK si on laisse la parole au public avant qu'il ne reste qu'une seule personne? Alors, est-ce que vous avez... Alors, on se disait hier, peut-être pas forcément des questions, mais des impressions ou des envies de partager quelque chose. Parce que les questions, parfois, c'est un peu oppressant. Mais donc, ça peut être une question, mais ça peut être aussi quelque chose que vous voulez partager sur le travail de Marie, sur le film que vous avez vu, sur... Voilà. Donc, il y a un micro... Ou pas? Non, vous n'avez pas de micro qui circule, mais vous faites comme si vous en avez un. Et voilà. C'est pas grave hein, s'il n'y en a pas. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux films, qui sont assez différents, je trouve. Enfin, c'est des portraits, mais c'est des récits tout à fait différents. Et je me demande, j'imagine qu'ils sont montrés au Mexique aussi. Qu'ils ont été montrés au Mexique. Non, pas facilement. Bon, voilà, le Cassandro, oui, il a été montré à Mexico City et dans quelques villes, mais le cinéma au Mexique, il y a des gros festivals qui sont plus des festivals comme les Tapis Rouges de Cannes, par exemple, mais c'est vraiment du cinéma plus commercial. Et c'est très très dur de montrer les films. En tout cas, c'est montré à la Cinémathèque qui est de Mexico. Mais sinon, par exemple, le court-métrage sur... c'est moi qui ai amené donc le film dans leur ring là-bas parce qu'elle ne serait jamais partie de chez elle. Donc c'était assez merveilleux parce qu'on avait emmené un projecteur, on avait emmené à manger et toute la famille, les voisins et tout étaient réunis autour du ring et on a projeté le film une dizaine de fois parce qu'en fait ils ne regardent pas le film, ils se regardent dans le film. Donc il y a les enfants qui hurlent et qui disent « Maman, c'est toi » et tout. Il y a un truc, c'est le ring dans le ring et c'était hyper émouvant, c'était merveilleux. Donc vraiment, on l'a passé beaucoup de fois. Et c'était une façon pour qu'ils voient le film, en tout cas, parce qu'ils ne seraient jamais venus le voir, sinon. On ne communiquait pas par email non plus. Donc voilà. Parfois, il faut amener le film aux gens pour qu'il soit vu, partagé, quoi. Et là, alors, vous parlez espagnol? Pas très bien, je comprends bien. Mais en fait, quand je filme, je ne peux pas faire les deux. Et j'y arrive pas. Je suis trop concentrée, la tête dans l'œil, et les mots sortaient pas du tout. Et Cassandro, il parle de l'anglais à l'espagnol constamment. Mais c'est un bel espagnol, j'adore, c'est l'espagnol ricain de Mexicano. Donc c'était plein d'injures tout le temps. J'ai surtout appris des gros mots, quoi. Moi, j'ai deux bêtes questions. Il y a des moments synchro quand même, donc je me demandais, vous arrivez à prendre le son et l'image en même temps, toute seule?
Non, c'est juste que parfois je mets le son en même temps que je filme. Et par miracle, quand je monte, il y a des moments où j'ai le son qui est exactement à l'endroit où j'ai l'image. Et donc c'est hyper jouissif ce moment de montage. Et ma deuxième bête question, c'est... il y a un moment où Cassandro demande que la caméra descende, donc on comprend que c'est un moment de faille. Du coup, forcément, je me dis, comment est-ce qu'il a reçu le film sur lui-même, vu qu'on devine ses failles à plusieurs endroits. Mais il était tellement fier, tellement heureux. D'accord. Ouais, et ça lui a permis aussi de... c'était un peu fou, on a été à Cannes, pour moi c'était Zombieland, hein. Je savais pas que j'allais là-bas un jour. Et pour lui, moi et lui ensemble, c'était quelque chose. Donc il envoyait, il faisait des signes de croix partout, il se prenait en photo, il envoyait à la famille. C'était hyper émouvant, c'était magnifique, quoi. Et donc c'était un voyage pour lui, pour moi. Et il a voyagé beaucoup plus que moi, puisque j'avais un boulot à plein temps. Donc il a fait les festivals. Ah oui. Donc c'était très très beau. Il a vraiment pris le film à plein corps. Et là, il est à nouveau sur le ring. Donc ça va, quoi. Ça l'a relancé, en fait. Ouais. Ah ouais, il adore ça. Il est constamment en train de se prendre en photo. Donc le fait de voir ses failles à l'écran l'a pas fragilisé, quoi. Non, parce que c'était... c'est sa vie. Ouais. C'est un peu aussi... c'est pas méchant. Donc ça raconte une histoire. Et c'est un peu le deal aussi de 7 ans d'aventure ensemble. Hein. Ouais. Donc... Oui, non, je pose cette question parce qu'on sent qu'il y a quand même un peu d'ambivalence par rapport à ça, qu'il n'est pas si... Non, c'était très dur, mais comme tous les tournages, c'est jamais facile. Mais non, ça fait partie du chemin. Merci pour ces films. Moi, j'ai une question concernant l'écriture, parce que on a compris que c'était très long le processus du film, 7 ans. Et qu'il y a beaucoup de choses que vous inventez sur le moment, que vous recréez, etc. Il y a une espèce de spontanéité dans la fabrication. Mais il y a aussi ce film-là, en l'occurrence, il est quand même financé et produit dans un cadre peut-être plus consensuel que d'habitude. Et je me demandais c'était quoi votre relation à l'écriture du film sur 7 ans, par exemple. Je suis très mauvaise, j'écris pas, donc ça passe vraiment ailleurs. C'est-à-dire que j'ai commencé pendant 3 ans toute seule le film. Et au bout de 3 ans, il y a eu Carole, qui est merveilleuse, Tamara Film, c'était son premier long produit, donc on a fait l'aventure à 2. Et là, on a écrit à partir des rushs que j'avais. Et donc ça a permis de faire un dossier pour une bourse pour continuer et pour faire ce voyage ensemble. Sinon, pour moi, l'écriture, écrire un documentaire alors qu'on ne sait pas ce que la vie de la personne va devenir, c'est beaucoup d'inventions qui n'auront pas lieu. Donc c'est un dossier, pour moi en tout cas, personnellement, où j'ai été aidée, parce que c'est pas du tout le rapport que j'ai au cinéma en tout cas. Donc l'écriture, il s'est vraiment fait au montage. Et pendant les tournages, où bien sûr ça aiguille l'idée du film, la direction, ce que je dois filmer, ce que je dois pas filmer, là où je dois aller, ce qui manque. Et c'est vraiment au niveau du montage que l'écriture se forme en tout cas. Il y a une forme de narration qui se met en place. Et beaucoup de temps pour aussi découper les dialogues, pour trouver l'orchestration du film, en fait. Mais je pense que c'est difficile, en général, l'écriture d'un documentaire. Souvent, on parle de montage plutôt que d'écriture, parce que c'est plus la fiction qui a besoin, en tout cas certaines fictions, même pas toutes, qui ont besoin d'être écrites. Et ça dépend de chaque personne, en tout cas. Pardon ? J'étais là à la projection d'hier et c'était intéressant parce que vous avez dit que vous ne regardez jamais vos images. Ou en tout cas, à un moment donné, vous savez que vous devez arrêter de filmer, donc le film est fait et puis au montage, il y aura une continuité narrative. Mais là, donc vous n'écrivez pas et vous ne regardez pas. Comment est-ce que vous savez même sur 7 ans? Oui, mais je m'en souviens vraiment. En fait, je me souviens du son surtout. Je sais exactement ce qui a été dit, quand et comment. J'arrive très très bien à replacer le son. Et comme il n'y a pas des milliards d'images non plus, je m'en souviens très très bien. Parce que je les ai filmées, donc c'est dans mon œil. Je me souviens jamais du nom des gens que je rencontre très vite. Il y a plein de choses que j'oublie. Mais alors quand je filme, par contre, j'oublie pas une image. Et donc c'est une écriture aussi, je pense. C'est une sorte de montage mental.
Quand on est derrière la caméra et qu'en plus on dirige et en plus on est tout seul, ça s'imprègne très profondément, je pense. Moi j'avais une question justement sur cette construction du film, comme le son est non synchrone. Je voulais savoir si vous commenciez d'abord par créer vos images et ensuite vous essayez de composer avec le son, ou alors c'est vraiment deux étapes qui vont de pair pour vous et que vous pouvez vous Ça va toujours de pair pour moi. Enfin, je suis incapable de monter une image sans son. Et plus facile de monter le son sans l'image, presque. Donc je commence toujours par une image où je sais que je veux qu'elle soit dans le film, puis j'essaye de tricoter des tonnes et des tonnes et des tonnes de sons pour ensuite en éliminer, trouver la forme de ça et ensuite coller une deuxième scène. Puis tout se met un peu comme un chéquier, en fait, les uns après les autres. Puis après, il y a des choses qui partent à la poubelle. Après, ça rechange. Mais c'est vraiment un mouvement collectif, hein, attaché. Quand vous laissiez la Bolex de côté, vous preniez aussi du son? Oui, bien sûr, ouais, toujours. Ouais. Non, je voulais que tu nous parles de ton travail de montage. Est-ce que Sarah me dit que tu travailles avec une monteuse? Ce film, c'est le premier film qui a été monté avec une monteuse. C'est toi qui l'as fait. Toujours, ouais. Mais c'était merveilleux parce que Aël Dalier Vega qui est monté, vraiment on se connaissait pas, mais on a bu un café, on n'a jamais parlé de cinéma, on n'a jamais parlé de mon projet, mais je savais que c'était la personne avec qui je devais travailler. Et ça a été un super voyage très court parce qu'on avait peu d'argent, mais elle a tout de suite compris qu'il fallait comment je travaillais, que j'avais vraiment besoin d'être à côté d'elle, de contrôler le montage son complètement. Et par contre, elle a vraiment un sens de la narration que moi je n'avais pas du tout. Moi, c'est beaucoup plus punk, ça coupe, ça va en arrière, en avant. Elle a réussi à construire, je pense que c'est le film le plus narratif que j'ai fait. Et donc, ça a été un très beau voyage pour moi, parce que j'ai pu aussi apprendre, et elle aussi. Et j'ai adoré monter aussi Félix, que j'ai fait hier avec elle. Et à nouveau, pareil, c'est des rushs sans histoire écrite, mais la matière prend forme, parce que je sais par rapport au son ce que je veux raconter. Elle prend un temps fou à juste tout écouter et tout regarder. Même les choses, avec Cassandro, il y avait plein de rushs que j'avais mis dans une pochette surprise, à la poubelle, quoi, que je détestais, genre les Skype, parce que c'était pas pour moi possible, j'étais dedans. Et un jour, j'étais pas là et elle a ressorti la poubelle, en fait, le dossier poubelle, et elle les a tous montés. Et c'était horrible pour moi. Mais j'ai compris qu'en fait, elle avait trouvé la clé de ce qui manquait, puisque j'avais monté un film sans me mettre dedans, et donc Cassandro était tout seul. Et il y avait quelque chose qui manquait par rapport au... Il était complètement abandonné, en fait. Il n'y avait pas cette relation qui avait fait, en fait, la fondation du film. Et cette relation créait, en fait, toute la structure fine, hein, mais qui marquait le film. Et elle est ressortie, et j'ai pu l'accepter, bien sûr, de cette façon-là. Donc c'est vachement important cette nouvelle présence aussi. Après, j'adore monter, donc j'aime bien continuer toute seule beaucoup de choses, mais c'est un bonheur de monter avec elle, quoi. Et la séance de Cassandro à Cannes, ça a changé quelque chose dans ta carrière? Ça t'a donné plus de visibilité? Oui, le film est sorti en salle, ah oui. Donc c'était super. Après, j'ai fait une tournée où il y avait parfois 2 personnes dans la salle, donc c'est... Waouh. Ouais, après, c'est un monde, je m'en rends pas compte, c'est-à-dire que je continue à travailler et je continue à avoir les mêmes doutes sur les prochains films. Et ça m'a pas donné plus d'argent demain. Après, je suis sûre que ça aide énormément dans un sens, parce que le film a été montré, donc pour des bourses ou des commissions ou d'autres choses, le nom est plus lisible, plus présent, et sûrement permet, d'où il faut pas attendre, il paraît. Mais moi, je fais des films qui sont lents, donc faut que je me dépêche, et je sais pas me dépêcher. Donc ça crée une angoisse aussi par rapport aux attentes. Donc oui, ça a aidé, je pense, beaucoup, sans que ça change ma vie, hein, mais ça a aidé en tout cas une exposition à mon travail, c'est sûr. C'était pas spécialement fun, c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ai pas spécialement aimé, quoi. Le côté tournée, distribution et tout ça. Je sais pas, on fait un film, c'est merveilleux et je peux pas m'en plaindre parce que j'ai beaucoup de chance, mais c'est vraiment aussi très très fragilisant d'être exposé.
enfin de répéter la même chose tout le temps aussi. L'objet, il est vivant sur l'écran, mais c'est pas comme jouer avec un groupe de musique, où même si on répète la même chanson, c'est vivant, il y a un public, et on chante, ça sort du corps en fait. Et le film, on vient à la fin, on arrive au début. C'est difficile comme rapport, je trouve, au monde en tout cas. Pour moi, il est fait, il faut passer à autre chose. Ah oui. Alors, j'ai vu 3 de vos films, le Genesis, L'Oiseau de nuit et celui-là. Mais c'est la première fois que je vous entends parler. Et je me disais, même après avoir fini les films, vous avez toujours la même relation que pendant les films avec les gens avec qui vous avez tourné, ou après avec le temps ça s'éloigne un peu? Non, ça a toujours été bien. Je suis très heureuse de pouvoir garder une très belle amitié avec tous ceux avec qui j'ai tourné. Okay. Ouais. Merci. Est-ce que tu es en train de filmer quelque chose? Ouais. Je dois finir un film que je traîne depuis 13 ans sur une chanteuse performeuse qui s'appelle Peaches. C'est un film qui s'appelle Peaches Goes Bananas. Et j'ai arrêté pendant 7 ans. Enfin, il y a eu toute une histoire avec ce film. Et donc, je dois le finir parce que sinon, j'aurais l'impression de jamais avoir conclu un accord avec moi-même, le pacte. Après, il y en a un autre que j'ai commencé. C'est un portrait d'un groupe de musiciens performeurs assez underground qui s'appelle The Residents, qui habitent aux États-Unis, qui sont masqués. Donc là, je suis complètement perdue par rapport encore comment faire le film sur des gens masqués pour faire quelque chose d'intime, et qui eux aussi sont des personnages qui ont déjà inventé d'autres fictions. Donc où aller? Et j'ai pas encore trouvé les règles du jeu pour faire le film. Et je dois prendre du temps pour travailler sur ma première fiction, une comédie musicale. Voilà. Et j'ai hâte, et en même temps j'ai peur, et j'ai vraiment besoin de m'y plonger, quoi, de temps. De faire une comédie musicale avec The Residents, peut-être. Mais ils ont une scène dedans, l'enfer, quoi. Ouais. C'est quand même des personnages. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Ouais. Mais là, on est là pour sortir de la salle. Merci beaucoup. Marie. Merci à toi, Milady. Merci. Merci à vous.